Les différents officiels, on va peut-être l'écouter. C'est vrai que c'est souvent une séquence assez intéressante. Oui. Il a salué le Premier ministre, Madame Parly, la ministre des Armées, Madame Dariussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. L'amiral qui est derrière lui, c'est son chef d'état-major particulier qui l'accompagne. Et bien sûr, le chef d'état-major des armées qui va l'accompagner. Là, je pense qu'il va aller saluer voilà, le chef d'état-major de l'armée de terre, donc le général Burkhardt, futur chef d'état-major des armées. 14 juillet. Je sais qu'ils sont tous prêts, je les ai entendus. Merci, mon général. Le chef d'état-major de la marine. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Lavigne, qui s'en va très bientôt à Norfolk pour prendre le commandement de la transformation de l'OTAN. Ils sont pareils, les gros ne passeront pas, il n'y a pas assez. En revanche, la patrouille de France, la chasse, passeront. Vous faites ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas. Merci, M. Pavillon. Mais que ceux qui ne passent pas soient aussi assurés de Oui, notre ça doit être l'objet de leur échange. Son départ bientôt pour un grand commandement de l'OTAN qui est attribué à la France. Et le directeur général de la gendarmerie, donc le général Rodriguez, qu'il faut rappeler que même si la gendarmerie est intégrée au ministère de l'Intérieur, les gendarmes sont des militaires. Merci, Maintenant, je pense qu'il va se diriger vers le drapeau du premier régiment de la garde. Les musiciens de la garde républicaine qui entonnent. Il y a la musique, puis le drapeau. Nouvelle ère. Et bien sûr, la Marseillaise. Notez que les drapeaux s'inclinent devant le président et seulement devant le président. Il va y en avoir quelques-uns effectivement ce matin. Donc le président va passer en revue la musique et la garde d'honneur du premier régiment. Il est toujours précédé par son aide de camp, vous voyez qui est devant, qui donc indique le chemin à suivre. C'est le protocole, hein. C'est à peu près exactement. toujours de la même façon que ça se passe. Exactement, exactement. Mais l'aide de camp est là pour tracer la chronologie et tout le tracé que va faire le président. Des fanfares de l'armée de terre qui vont interpréter 6 morceaux issus du répertoire militaire. Le chef de l'État va prendre place dans un instant dans la tribune, les tribunes officielles où se sont installés d'ores et déjà les invités, les politiques, les membres du gouvernement. On en a vu quelques-uns tout à l'heure avant le coup d'envoi et ce défilé aérien avec beaucoup de questions, vous le disiez, en raison de la météo, des conditions météorologiques. Ce défilé aérien qui sera aux couleurs de Saint-Exupéry cette année. Et oui, Saint-Exupéry, 75 ans. Saint-Exupéry, connu dans le monde entier, Le Petit Prince. C'est un des livres les plus traduits, les plus vendus dans le monde. Et c'était un pilote. Et c'est un pilote qui est mort au combat. Voilà, une façon de lui rendre honneur cette année. Les avions qui vont passer à 550 km/h au-dessus des Champs-Élysées. Ça fait partie des, Monsieur le Président de la des moments République, que les Français aiment les honneurs apprécier. militaires vous ont été rendus par un détachement de la garde républicaine, composé de la musique de la garde républicaine, Dans le protocole, du le drapeau colonel du qui 1er commande la régiment garde, d'infanterie, d'une compagnie qui de annonce au sécurité et président d'honneur ce qu'il vient de du voir, 1er c'est-à-dire régiment d'infanterie, présenté par d'une le compagnie de colonel sécurité et avec une d'honneur personne sur les rangs. du 2e régiment Il d'infanterie. faut le rappeler, en France, le L'ensemble chef des de troupes l'État et chef des est armées. placé sous le commandement C'est vrai qu'on a du tendance colonel à l'oublier. Poulain, commandant le Et ce 1er défilé régiment du 14 d'infanterie de juillet, la là aussi, garde qu'on le rappelle. républicaine. Oui, et c'est
quelque chose de très très spécifique à la France. C'est ce qui fait que la France est si réactive dans le domaine de la défense. Le président de la République, seul, prend la décision d'engagement des forces armées. Ensuite, il y a un contrôle du Parlement tous les 4 mois, mais c'est lui qui prend la décision. Or, dans les 3 quarts des pays européens, ce sont les parlements. Donc ça prend beaucoup de temps. L'opération Serval a été décidée et les gens se sont déployés en 72 heures. Que dis-je 72 heures? En 24 heures. Les gens qui étaient présents sur le sol. Sur décision du président de la République. Et ça, c'est vraiment une spécificité française qui pose des problèmes d'ailleurs dans le domaine de la défense européenne, puisqu'on est les seuls à faire ça. Donc les distances sont bien respectées. Évidemment, pour l'événement filmé 2 jours après l'allocution du chef de l'État et en raison du contexte sanitaire, les masques obligatoires de nouveau en extérieur, y compris pour le public. Le chef de l'État qui va prendre place donc dans cette tribune. On est à peu près dans le timing. À 10h30, les avions sont censés s'élancer et passer au-dessus des Champs-Élysées. Dans quelques instants, donc, vous allez pouvoir le suivre à nos côtés. Le chef de l'État qui est en train de s'installer sur la tribune d'honneur, place de la Concorde. J'ai compris que le timing des avions est à 3 secondes près. Donc vous imaginez, ils forment un cirque, ils sont au large et on leur donne le top exact pour qu'ils puissent passer. Ils partent d'assez loin d'ailleurs. Bah oui, parce que bon, il y a plusieurs types d'avions d'ailleurs, vous les verrez, entre les ravitailleurs, les AWACS, les avions de chasse, les Rafales, les Mirages. Et donc tous ces avions sont vraiment lancés au dernier moment au top chrono. 73 avions. Il faut être organisé pour que ça se passe bien. Très organisé. Et je dis, vous avez une station météo qui est en haut de l'Arc de Triomphe et qui, avec le général qui commande le défilé aérien et qui est lui, celui qui prend la décision des formations qui vont passer. Le général de division aérienne Laurent Lerbette, visiblement, je me note, commandant en second la défense aérienne et les opérations aériennes. La patrouille de France qui va donc s'élancer d'un instant à l'autre maintenant qu'Emmanuel Macron a pris place. Armelle Charrier et Karim Yaoui qui vont continuer de nous faire vivre évidemment en direct cet événement. Armelle, on attend donc le coup d'envoi de ce ballet aérien qui sera donc le premier acte de ce défilé. Ça va se passer dans les airs. Oui, on attend le passage de la patrouille de France qui est celle qui ouvre traditionnellement le défilé et qui, quoi qu'il arrive, arrive à passer, même si par exemple cette année, compte tenu des mesures Covid, eh bien, il n'y a pas forcément les plus jeunes qui devaient y participer, les plus jeunes pilotes, parce que du coup il n'y avait pas forcément les temps d'entraînement, donc du coup ce sont les plus âgés qui ont gardé le pilotage de ces avions. Ça, ce sera effectivement pour ce moment de la patrouille de France. Et puis les Parisiens ont vu en fait les répétitions aériennes tout au long de la dernière semaine avec le passage des avions de chasse et qui à chaque fois ont, j'allais dire, une destination bien particulière, outre le fait de montrer ce que l'on fait, de montrer effectivement comment est-ce que les avions de chasse, par exemple, sont particulièrement sollicités lorsque l'on a besoin d'opérations au Sahel. On parle de plus en plus des opérations à élongation, c'est-à-dire que l'on va de plus en plus loin et que donc du coup il faut à chaque fois avoir besoin de cette armée de l'air. Donc ça c'est pour tout ce qui allait dire être les avions de chasse, mais on a aussi besoin d'avions de transport avec par exemple la 400 MAM qui va défiler et tous ces avions aujourd'hui qui permettent de poser de plus en plus de monde, d'embarquer de plus en plus de monde et de plus en plus loin. Il y a aussi évidemment les avions ravitailleurs, parce que s'il n'y a pas d'avions ravitailleurs en vol,
vous ne pouvez pas faire des vols qui sont aussi loin, qui sont aussi prononcés. Et la France a toujours en tête que non seulement c'est un pays qui doit assurer la sécurité de ses citoyens, mais aussi c'est un pays qui doit maintenir le lien avec ses citoyens. Et que, évidemment, lorsque l'on regarde les Français qui sont outre-mer, lorsqu'il y a des urgences qui vont se passer dans l'outre-mer, il faut pouvoir réagir extrêmement rapidement. Et donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, il y a des protocoles d'action pour savoir comment est-ce qu'on peut aller intervenir très rapidement sur place. Et puis, de plus en plus maintenant, on parle aussi des avions qui sont les avions de renseignement, les avions connectés. Alors, on parle évidemment des drones, mais les avions de renseignement, c'est aussi tout simplement les anciens Atlantique 2 ou d'autres avions maintenant aujourd'hui qui ont à l'intérieur énormément, que ce soit de radars ou d'autres systèmes électroniques qui permettent effectivement de pouvoir voir ce qui va se passer au sol, accompagner ceux qui font du renseignement humain sur le sol et qui vont pouvoir déchiffrer un peu ce qui se passe. C'est tous ces ensembles en fait qui sont mis à l'honneur lors des 14 juillet. Voilà, pendant ce défilé aérien, on va aussi mettre à l'honneur les 30 ans de l'opération Daguet, général Trinquant. Oui, l'opération Daguet qui s'était déroulée, c'était la première opération au Moyen-Orient après l'invasion du Koweït. Revenir 2 minutes sur ce que vient de dire Armel Charrier sur les opérations d'élongation. Il y a 15 jours, il y a eu une opération avec des Rafales, un 400M et ravitailleurs qui sont allés jusqu'en Polynésie. Donc vous voyez un peu l'élongation que ça représente, et ça s'est terminé par un exercice effectivement de largage de munitions du côté de la Polynésie. Donc c'était pour marquer que la souveraineté française, où qu'elle soit, est sauvegardée. Il faut souligner aussi que tout cet exercice, parce que j'appelle ça un exercice du 14 juillet, est colossal, mais le reste des missions est appliqué. Par exemple, l'armée de l'air va défiler avec ses avions, mais elle a aussi les avions qui sont en alerte pour assurer la sûreté de la défense aérienne du ciel français. Il y a toute une bulle qui est mise en place de défense aérienne autour de tout ce qui se passe là. Vous comprenez bien qu'il y a une telle concentration. On n'a pas sorti tous les moyens sur Paris aujourd'hui. Voilà. Et donc il faut assurer la sûreté de tout ça. Et donc c'est beaucoup plus que ce qu'on voit à l'image, bien sûr. Voilà, 73 avions qui vont s'élancer dans quelques instants dans le ciel parisien. 24 hélicoptères, évidemment, ça représente une partie uniquement de la force française. Alors les musiques que vous voyez devant la garde républicaine, il y a une musique de hussards en tenue d'époque, c'est les tenues de l'époque Empire, et donc c'est une musique de cavalerie, donc chère à mon cœur, et qui est en train d'être entonnée. Voilà. Les trompettistes. Voilà, c'est pour la partie musicale, c'est le prélude de ce défilé. Oui, avec très particulier la musique de la garde, c'est une musique, j'allais dire, de base d'infanterie. Donc par exemple, pour ceux qui sont connaisseurs, dans la cavalerie, ce sont des trompettes. Dans l'infanterie, ce sont des clairons. Et la sonorité n'est pas la même. Et donc avec des musiques naturellement qui sont différentes. Mais ça reste un répertoire très classique, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Voilà pour les amateurs de ce répertoire militaire. Alors ça va se passer évidemment dans les airs dans un premier temps et puis au sol juste après avec un défilé à pied. Je vous communiquais ces chiffres, 4300 militaires qui vont évoluer au sol pendant cette matinée en plein cœur de la capitale française. Défilé qui sera donc commandé par le général de brigade Guillaume Bayeux de Marézy, en poste depuis 2019. Un défilé qui mettra donc à l'honneur la Task Force Takuba, une force interalliée. On aura l'occasion d'en reparler, actuellement déployée au Mali. Oui, très important dans les changements de configuration de Barkhane, puisque le président a annoncé que Barkhane se terminerait au début de l'année prochaine. Comme Serval s'est terminé il y a 7 ans, donc il y aura une autre opération qui va prendre la place. Mais entre-temps, Takuba s'est déployé. Takuba, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des forces spéciales des pays européens qui viennent avec les forces spéciales françaises accompagner nos camarades africains. C'est très très important, elle est déjà en activité, puisqu'il y a eu des opérations avec des Français bien sûr, mais aussi avec des Tchèques, avec des Suédois et avec des Estoniens. Et l'importance de cette force, c'est d'ancrer au sol les pays européens pour qu'ils sachent ce qui se passe au Sahel.
Parce que ce ne sont pas les militaires qui régleront le problème, c'est le développement qui réglera le problème. Or, pour qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait des investissements. Et qui peut, mieux que l'Europe, investir en Afrique pour permettre à ces pays de se développer et donc d'empêcher le discours djihadiste qui est de revenir à une ère moyenâgeuse et de vivre avec son temps. À l'heure où le Mali vit encore une période difficile, 8 pays européens sont engagés au sein de cette brigade, une mission de conseil, d'accompagnement au combat de l'armée malienne. Oui, alors vous avez raison, en plus de Takuba qui sont des forces de combat, il y a ce qu'on appelle l'EUTM, European Training Mission, qui est la mission de l'Union européenne qui forme les bataillons maliens. C'est une opération qui existe depuis plusieurs années et qui forme les Maliens et qui va maintenant s'étendre à d'autres pays. On a bien vu que lors du sommet récent sur le G5 Sahel, c'est le président du Niger qui était en France, le président du Niger, le président Bossoum, qui vient d'être élu et qui est un peu le cœur de l'opération du G5 Sahel aujourd'hui. Parce que le Niger, c'est la Libye au nord, le Mali à l'ouest et le lac Tchad au sud. Donc des menaces sur 3 directions, mais avec un gouvernement démocratiquement élu. Et donc, c'est un peu le cœur aujourd'hui de cette opération du G5 Sahel et de cette alliance du G5 Sahel. L'alliance est une opération beaucoup plus civile. Armel Charrier, je ne sais pas si vous m'entendez, je crois que vous pouvez réagir à ce niveau-là. La transmission du savoir-faire, la concordance de ces nations, 8 pays au sein de cette task force, elle a toute son importance aujourd'hui. Oui, elle a toute son importance parce que non seulement elle doit assurer la continuité en quelque sorte de l'action française au Sahel, mais elle a pour but effectivement de rappeler qu'il s'agit dans un premier temps de lutter contre le terrorisme et que donc dans ces conditions, si on part trop brutalement, on le voit aujourd'hui avec la problématique des Américains en Afghanistan face à la remontée des talibans ou à l'apparition de Daesh, vous vous retrouvez avec des pays qui redeviennent aussi meurtris que ceux qui l'ont été. Et c'est vrai que c'est très particulier ces moments-là, parce que c'est aussi des moments où la France a perdu des hommes. Donc au Sahel, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont accepté de perdre leur vie parce qu'ils luttent effectivement contre ces questions de terrorisme. On est clairement aujourd'hui avec un intérêt des Européens sur cette question, ce qui n'est pas forcément toujours évident parce que effectivement c'est loin, ils n'ont pas forcément cette histoire sahélienne, j'allais dire, et pour autant ils restent mobilisés, certes au départ parce qu'il y a aussi l'envie d'aller travailler avec les forces spéciales françaises qui restent parmi les plus réputées au monde, c'est-à-dire que ce qu'elles sont capables de faire, il y a aujourd'hui les Américains qui sont capables d'avoir des forces aussi efficientes, mais pas forcément beaucoup d'autres pays. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt. J'ai pu rencontrer des personnes qui étaient de pays totalement étrangers, par exemple, qui étaient de bordure avec la Russie et qui trouvaient qu'il y avait un intérêt à l'opération Takuba. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient aussi envie d'apprendre ce savoir-faire français qui, à un moment donné, pourrait aussi leur servir dans leur pays. Alors, il y a certes ce côté-là, mais il y a aussi aujourd'hui un intérêt de plus en plus important sur la question effectivement du terrorisme en Afrique. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience que derrière il y a une frontière que nous partageons qui s'appelle la Méditerranée et qu'à partir du moment donné où elle est traversée cette frontière, la problématique elle devient européenne, elle n'est plus africaine. Il y a eu des pays qui ont été plus sensibilisés, peut-être effectivement que le flux des migrants qui pouvaient arriver pouvait frapper l'Italie ou l'Espagne, mais que les migrants qui sont arrivés par la Turquie sont arrivés par des pays des Balkans différents, avec des routes différentes et que ça a pu interpeller d'autres pays. Alors là, on est vraiment sur une réflexion de géopolitique, mais l'opération Takuba, elle s'inscrit effectivement dans une vision géopolitique du monde. Quelle place au Sahel, quelle place face au terrorisme et comment est-ce qu'on fait les choses. Et puis elle prend aussi position sur une dimension qui est vraiment une dimension de la formation, qui est vraiment une dimension aujourd'hui de se dire que les pays aujourd'hui, donc le Mali, sont en besoin en fait aussi d'avoir une compréhension des gestes qu'il faut faire dans ce genre de circonstances. Et on voit bien effectivement que l'infiltration terroriste qui se fait en descendant vers le Burkina Faso, qui
commence à descendre aussi vers le golfe de Guinée et qui passe par la Côte d'Ivoire, qui peut passer par le Bénin, par le Togo, etc., montre qu'effectivement qu'il y a un vrai travail sur en fait ces risques là aujourd'hui. Alors on pensera à ça évidemment quand on va voir la force Takuba qui va traverser les Champs-Élysées, mais je dirais que c'est vrai que, cela dit, dans toutes les opérations militaires, il y a toujours le temps de l'opération elle-même, qui est une opération militaire. Il y a ensuite le temps, effectivement, de la politique, de voir comment est-ce qu'on met les choses en place, qui, des fois, est beaucoup plus longue. Alors, Armelle, et entre les deux, levez les il y a yeux au ciel. justement Je vous invite à lever la tête. La patrouille de France qui vient de s'élancer et ce tableau tricolore qui est en train de s'imposer dans le ciel parisien. La patrouille de France qui défile. Voilà, le défilé aérien qui peut commencer aux couleurs de Saint-Exupéry. On le disait il y a quelques instants avec le général Trinquant. Ça y est, oui. Le défilé va pouvoir débuter. Le défilé va continuer. Alors, je suis curieux de savoir si ça correspond au plan qui était prévu en fonction de la météo. Si plan précis il y a, il y a plusieurs scénarios. Il y a 4 scénarios, je crois, en fonction de la météo. Et donc, le général qui commande l'opération aérienne va donner le top à un des 4 scénarios en fonction des possibilités météorologiques pour les avions qui vont défiler. Parce qu'effectivement, les voilà qui commencent à arriver. Les premiers sont des Mirage, un Mirage 2000 et des Rafales. Les Rafales, vous le savez, le dernier modèle français qui a connu dans les exportations un succès brillant récemment. Fierté française. Oui, bien sûr. Alors, lui qui a eu du mal longtemps à s'écouler, à séduire, de gros contrats ont été effectivement scellés. C'est exactement. Et je crois en particulier parce qu'ils étaient en opération et donc ils prouvaient leur valeur. Ce sont des avions multimissions et donc ils ont été vendus d'abord dans des pays, extra-européens. On parle de l'Égypte et on parle de l'Inde en particulier. Et puis maintenant, ils ont été vendus en Grèce et en Croatie, ce qui est une grande première. Que des pays européens achètent des avions européens, entre guillemets français, c'est une grande première. Donc ça, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on aperçoit dans le ciel? Je m'en remets à votre Alors là, je pense que c'est un C-60 Transal. Donc c'est l'avion de transport, ancien modèle, qui était un avion franco-allemand, mais qui a été un peu la mule, pour utiliser ce mot-là, qui transportait absolument tout, qui était un avion essentiellement tactique. C'est-à-dire qu'il permettait de se poser sur des pistes en latérite un peu partout et de transporter du matériel ou du personnel. Et le largage des parachutistes se faisait avec le C-60 Transal. Les formats avec le temps, avec les années, se sont allégés. On a des plus petits modèles, plus légers ou pas? Au contraire, on est allé plus lourd. L'A400M, la particularité de l'A400M, qui est aussi un avion fabriqué par tous les Européens, c'est un avion qui permet à la fois de faire du stratégique et du tactique. On n'avait pas d'avion comme ça avant et maintenant on a des avions comme ça. Alors je regarde parce que effectivement on voit pas très bien. Alors la qualité de l'image effectivement n'est pas optimale. On aperçoit à nouveau une patrouille. Alors à voir est-ce qu'il y a la WAX? Non, il n'y a pas la WAX. Cette nouvelle patrouille, on va peut-être marquer une courte pause dans ce défilé pour y revenir évidemment avec de nouvelles images peut-être un peu plus nettes dans quelques instants. Ce sont des Rafales en tout cas qui passent, mais normalement il devait y avoir un AWACS. L'AWACS, vous savez, c'est un avion avec un grand dôme au-dessus qui permet, c'est l'avion qui est radar et qui permet de réguler en fait. Il fait à la fois du renseignement et de la régulation des trafics. Quand vous avez une opération importante, il faut qu'il y ait un chef, un commandement, et le commandement, il se fait à partir de cet avion-là qui permet de voir tout le dispositif et de donner les ordres à tout le dispositif. C'est un peu l'œil de la mission. Voilà. Est-ce qu'on le voit là? Je vous propose de marquer une petite pause dans ce défilé aérien pour y revenir avec de nouvelles images, car
De l'actualité, il y en a en ce 14 juillet au bout du monde. Les morts qui se comptent notamment par dizaines en Afrique du Sud. 6e jour de violence. Et les pillages, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, se poursuivent, tournant souvent à la bousculade. Cette situation déclenchée après l'incarcération la semaine dernière de l'ancien président Jacob Zuma est largement nourrie par un ras-le-bol général sur fond de crise économique, sur fond de pandémie de Covid également. Les Sud-Africains ont faim. Et ils sont souvent prêts à tout pour trouver de quoi se nourrir. Éléonore Vanel. En découvrant l'étendue des dégâts, difficile pour la propriétaire de ce magasin de retenir ses larmes. Sa boutique a été saccagée. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?